Bonsoir à tous. Ce soir, Intantum Politico, nous recevons en compagnie de Pierre-Simon Pauli, que je salue, un membre du collectif Massimo Zusin, avocat de profession, Jérôme Mondolone. Jérôme Mondolone, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette semaine encore, 2 entreprises ont été incendiées, dont celle de Gendré Minigone, l'ancien président de la Chambre de commerce de Corse du Sud, déjà visé à 2 reprises. Alors visiblement, il y a également le fils du président de l'exécutif qui était associé dans un restaurant à Corté. Alors visiblement, les appels à lutter contre les dérives mafieuses ou les prises de position des élus ne changent pas grand-chose à l'affaire. Alors il y a eu cette session de l'Assemblée de Corse. Votre collectif s'est déclaré satisfait de la résolution qui a été votée. Mais de quoi avez-vous été satisfait exactement? Eh bien, nous sommes satisfaits du fait que, pour la première fois dans un hémicycle, des élus reconnaissent enfin l'existence de dérives mafieuses. Pour la première fois, le nom mafieux apparaît dans un hémicycle. Pour la première fois, ce fait est reconnu. Pendant des années, on a été dans le déni et le refus de reconnaître la vérité. Pendant des années, les élus ont refusé d'employer le mot mafia. Là, pour une fois, même si le mot mafia n'a pas été employé en tant que tel, il y a quand même de la part des élus la reconnaissance de dérives mafieuses. Donc c'est un fait qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est quand même un fait important. On a l'impression que c'est plus ce qui s'est passé l'après-midi de cette session, c'est-à-dire lors de ces fameux ateliers où vous êtes réunis à huis clos avec les élus, que la session en elle-même dans l'hémicycle, dans la mesure où, à la sortie de la session, le matin, vous étiez plutôt déçus, et puis après ces ateliers, vous avez été satisfait. Oui, qu'est-ce qui s'est dit à huis clos ? Le matin, on était totalement déçus, puisque les discours étaient convenus. Aucun discours n'affrontait la réalité mafieuse, aucun discours ne parlait de la réalité de ce qu'est la criminalité en Corse. Donc on était dans le cadre des discours totalement convenus et complètement inutiles, complètement décalés. L'après-midi, en revanche, dans le face-à-face qu'il y a eu avec les représentants des groupes, là, la parole a été beaucoup plus franche, beaucoup plus libérée de la part des élus. Et enfin, on a pu commencer à discuter sérieusement de la réalité mafieuse en Corse. Mais sur la résolution elle-même qui a été votée par les élus en fin de session, on ne peut pas dire que ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Demander la publication des rapports de police, Alors, il y a 2 choses à distinguer. Il y a d'abord, encore une fois, la reconnaissance des dérives mafieuses à l'œuvre en Corse. Ça, c'est un premier point positif. Et un commencement de définition de ce qu'est la mafia à l'œuvre en Corse, dans la motion, de la part des élus, qui ne cite pas le pouvoir d'intimidation qui caractérise l'association mafieuse, mais qui commence un début de chemin vers cette reconnaissance. Ça, c'est un fait. Après, au niveau des demandes, la transmission des dossiers, bien sûr que la demande est plutôt pauvre, et on espère bien, à travers le travail des commissions, amener les élus, enfin, à accoucher de demandes réelles, c'est-à-dire ce que nous demandons, nous, depuis notre création, le renforcement de la législation anti-mafia, la création d'une véritable législation anti-mafia, qui concerne toute la France, pas que la Corse, bien sûr. Justement, sur ce point-là, on a vu que sur le constat, les élus étaient tous d'accord pour dire qu'il y avait des dérives mafieuses en Corse. En revanche, sur les moyens de lutter, il n'y a personne qui s'est dit favorable au début d'associations mafieuses. Alors, on peut dire que c'est vrai qu'il y a quasiment une forme d'unanimité entre les élus et l'État français, pour dire oui, il y a une réalité mafieuse. Je reviendrai tout à l'heure sur les déclarations de M. Darmanin. Oui. Il y a une réalité mafieuse à l'œuvre en Corse. Il y a même 3 mafias, d'après M. Darmanin, en Corse, à l'œuvre. Mais on ne touche pas à la loi. Le garde des Sceaux a dit aussi il y a un fait mafieux en Corse, mais pour l'instant, on peut parler peut-être d'aménagement, mais rien de sérieux au niveau de l'État. Du côté des élus, c'est pareil. C'est le même discours, pratiquement. C'est plutôt de dire que les moyens actuels sont suffisants mais qui ne sont pas assez bien... Voilà, les moyens actuels sont suffisants, mais donc depuis 40 ans, on assassine allègrement en Corse. Il y a des centaines d'orphelins. La criminalité organisée, les responsables de la criminalité organisée ne sont pratiquement jamais condamnés. Mais tout va bien, on va garder le 451 du Code pénal. C'est-à-dire qu'on va garder un article fourre-tout, qui permet de poursuivre tout et n'importe quoi. Et surtout, on ne veut pas rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'est-ce qui spécifie le fait mafieux et comment on peut le combattre. Alors, cette semaine, Gérald Darmanin était invité de France Info. Nos confrères l'ont interrogé sur la situation en Corse. Il a parlé de lutte contre le grand banditisme et quand même, les observateurs ont relevé qu'il avait fait une association en creux
avec les dernières arrestations. Les dernières arrestations visaient les militants de Corsica Libre. Ceux-ci ont dénoncé l'amalgame qui avait été fait. Comment vous réagissez à ces déclarations de Darmanin? Elle n'apporte strictement rien, bien sûr, dans le combat contre la mafia. Et l'association? C'est donc une confusion. Alors, est-ce une confusion volontairement provoquée, une confusion due à un excès de langage? Pour l'instant, on n'en sait strictement rien. Ça n'apporte rien, ça, ce soit bien clair. Par contre, il conviendra peut-être un jour de s'interroger. Je ne parle pas de ce cas précis de lutte, parce que là, il s'agit d'antiterrorisme, et donc ça n'a rien à voir officiellement avec la lutte contre la mafia et la criminalité organisée, que ce soit clair. Mais j'en profite pour rappeler que quand même, il y a eu en Corse, à un moment donné, dans la société corse et au sein même du mouvement nationaliste corse, des dérives qui ont pu être qualifiées à juste titre de mafieuses, et là, peut-être qu'un jour, il faudra faire aussi la vérité. Mais c'est pas M. Darmanin, parce que ce type de propos, qui permet d'éclairer le débat. Ça, c'est le positionnement de Jean-Martin Mandologne et du groupe de droite à la session de l'Assemblée de Corse, que non, mais les dérives des nationalistes auraient nourri, justement, ces dérives mafieuses. Non, mais le jugement de M. Jean-Martin Mandologne démarre sur une erreur de fait. Une grave erreur, dire que la mafia en Corse démarre avec le nationalisme, en quelque sorte. C'est concomitant. Pas vraiment ce qu'il a dit. Historiquement, il avait participé. Oui, a participé, mais au départ, la mafia a pour origine des faits de société qui n'ont rien à voir avec le mouvement nationaliste, qui à l'époque n'existait même pas. En revanche, dans l'histoire même du nationalisme, oui, alors sauf à vouloir se cacher derrière son petit doigt, il y a bien eu des dérives mafieuses, des assassinats programmés et non revendiqués. C'est là que commence la dérive mafieuse au sein du mouvement nationaliste, on le sait. On ne va pas faire semblant, on ne va pas ignorer qu'à un moment donné, un certain affairisme a pénétré le mouvement nationaliste et que du nationalisme, on est passé à l'affairisme pur et à la lutte contre d'autres groupes mafieux. Ça, c'est une réalité. Mais dire que, historiquement, les nationalistes seraient la cause du processus mafieux en Corse, ça, c'est une contre-vérité. On revient vos objectifs en tant que collectif. Quelle est la mesure qui vous semble la plus efficace pour lutter aujourd'hui contre la mafia? Pour la mesure la plus efficace, il n'y en a pas qu'une, c'est un ensemble. La première mesure, c'est la reconnaissance du délit d'association mafieuse, c'est-à-dire reconnaître que dès l'instant qu'un groupe criminel utilise la force d'intimidation et la loi du silence et l'assujettissement qui en dérive pour contrôler des activités économiques de manière directe ou indirecte, des marchés publics, des concessions, ou pour influer sur le vote, ça nous semble être la première étape fondamentale, la pierre d'angle de la lutte contre la mafia. Est-ce qu'il faut des mesures d'exception? Alors, il faut voir ce qu'on entend par mesure d'exception. Si on entend, par exemple, ce que nous demandons, nous, la confiscation obligatoire des avoirs criminels en cas de condamnation. Pas en amont, comme ça se passe en Italie. En amont, je vais y revenir, c'est aussi un moyen très important. Mais pour l'instant, en France, c'est la loi Warsmann de juillet 2010, il n'y a pas de confiscation obligatoire. Autrement dit, vous pouvez être condamné pour appartenir à un réseau mafieux. Le juge n'a pas l'obligation de saisir vos biens meubles et immeubles en lien avec l'infraction ou produit de l'infraction. Le député Warsmann, qui est l'auteur de la loi de juillet 2010 sur la confiscation des avoirs criminels, demande lui-même dans son rapport de novembre 2019 que la confiscation devienne obligatoire. La Grasc demande aussi que la confiscation devienne obligatoire. Nous demandons que la confiscation devienne obligatoire. Et là, on nous dit c'est affreux, c'est un scandale, c'est une atteinte aux libertés, etc. Mais vous, par exemple, si demain, monsieur Jean-Vitus Albertine, vous ne payez pas votre appartement, qu'est-ce qui va se passer? Bien, votre banque va faire saisir votre bien, le bien sera confisqué et vendu aux enchères. Ça ne choque personne. Le chef d'entreprise qui ne paye pas ses charges, il a son entreprise mise en liquidation, ses biens sont confisqués et ils sont vendus, ça ne choque personne. Mais quand on dit il faut confisquer obligatoirement les avoirs criminels, là on nous dit mais c'est affreux, c'est une atteinte aux libertés et à la personnalisation des peines. C'est absurde. Et redistribuer, bien entendu, à la société. Alors, il y a quand même du mieux en France là-dessus. Cette année, il y a eu un premier bien qui a été confisqué, qui a été redistribué pour des associations. Donc, il y a quand même du mieux, il y a quand même du progrès. Il y a quand même du mieux, mais voilà, le problème de la France, c'est une politique des petits pas. En Italie, la confiscation des avoirs criminels débouche aussitôt sur une redistribution à la société civile de ces avoirs. Vous croyez que c'est possible, ça encore, c'est une société de proximité comme ça? Eh bien, il faudra à un moment donné, soit on se couche, parce qu'on se dit c'est pas possible, les mafieux seront toujours les plus forts, soit à un moment donné, on pose des marqueurs.
Et les marqueurs, c'est de dire aux équipes, aux 4 équipes qui dominent la Corse, je ne parle pas des équipes subalternes, vos biens demain peuvent être récupérés et vos pompes afriques peuvent être asséchées. Si on ne fait rien, si on part du fait qu'ils vont toujours gagner, parce que la loi est mal faite, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Mais encore une fois, la confiscation des avoirs criminels en France et la redistribution, donc elle reste facultative, la confiscation reste facultative, et la redistribution, la destination sociale des avoirs criminels est aussi une possibilité d'essai à la grâce. Ce n'est pas une obligation. C'est là que ça ne va pas du tout. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à la confiscation préventive. Ça, bien sûr, c'est un moyen d'action génial. Pourquoi ? Parce que, supposons qu'une personne ait été condamnée pour trafic de drogue. Et puis on voit que cette personne, remise en liberté, continue à fréquenter des trafiquants de drogue et elle se trouve à la tête d'un empire mobilier ou immobilier qui n'a aucun rapport avec ses revenus officiels. Que se passe-t-il en Italie ? À ce moment-là, la personne reste libre. Elle reste libre. La justice lui demande simplement une chose très simple. Monsieur, expliquez-nous, compte tenu de vos revenus officiels, comment vous pouvez être à la tête de biens meubles ou immeubles qui représentent tant. Expliquez-nous. Et donc, devant les 3 degrés de juridiction, cette personne va pouvoir s'expliquer et justifier. Et si à la fin, si in fine, elle n'arrive pas à justifier par quels moyens elle a acquis ces biens meubles ou immeubles, là, la confiscation intervient. Ce qui fait que, pendant tout ce temps, les activités restent en activité, les sociétés restent en activité, il n'y a pas du tout de paralysie de l'activité économique de la personne reste libre. La seule chose qu'on lui demande, c'est de justifier la proportion entre son patrimoine et ses revenus déclarés. Et là encore, on nous dit, du côté des prétendus défenseurs des droits de l'homme, c'est affreux, c'est une atteinte à la présomption d'innocence. C'est absurde. Sur les mesures d'exception. La personne reste libre, encore une fois. Vous avez été avocat. Est-ce que vous êtes pour la suppression des jurés populaires, par exemple, sur certaines affaires ? Alors, là, sauf à être Tartuffe, tout à l'heure je faisais allusion à un procès, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, que j'ai vécu, même si j'étais avocat à Nice, j'ai quand même vécu encore certains procès, et puis on a pu observer certains procès sur le continent mettant en cause la criminalité organisée, pour ne pas dire les mafieux, et les plus belles équipes, prétendent qu'aujourd'hui en Corse, un procès mettant en cause un responsable de la criminalité organisée, qui serait par exemple accusé d'un assassinat, prétendre qu'encore ce procès puisse se passer sans pression sur les jurés, sans pression sur les juges, d'une manière ou d'une autre. Et encore, c'est même ailleurs, parfois. Et encore, c'est même ailleurs, même à Aix-en-Provence, ou à Dijon. Ou même à Lyon ou à Dijon. Bon, on l'a vu dans d'autres époques. Autrement dit, prétendre en Corse que des procès mettent en cause un assassin de membre de la criminalité organisée, que ce procès puisse se passer sans que soient humiliés, je dis bien humiliés, les victimes au moment du procès. Si vous pouvez me citer un procès, je vous mettrai sereinement en défi. Ça n'existe pas. Encore, donc il faut une juridiction d'exception, des magistrats professionnels. Vous avez une telle confiance en la justice ? Bien en Corse, écoutez, lisez les déclarations du juge Cotel d'un juge en Corse. Il explique comment se passe la justice en Corse quand même. Il n'a pas été poursuivi d'ailleurs, il n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, où il dit que la chaîne judiciaire en Corse, en gros, elle est affectée, contaminée de A à Z. Depuis les greffiers jusqu'aux jurés. Oui, mais pas qu'encore, parce que beaucoup de procès aujourd'hui sont dépaysés. Exactement. La Cour de Marseille juge pas mal de procès mafieux. Il n'y a pas toujours de... Voilà. Et vous pensez que des jurés vont avoir envie de condamner... Donc il faut des magistrats professionnels. Mais à moins d'avoir un courage ou d'être marché vers la sainteté, affronter des gens dont vous savez que ils ont un pouvoir d'intimidation qui résulte de quoi ? Des assassinats qu'ils ont multipliés dans l'île. Parce que leur force, elle vient de là. Au départ, il y a un capital sang, si j'ose dire, un capital assassinat qui a créé un pouvoir d'intimidation sur la société corse. Ça aussi, il faudra en parler. Penser que ces procès-là peuvent se dérouler de manière sereine, dans le respect des droits des victimes, mais c'est une escroquerie intellectuelle, c'est une tartufferie totale. Donc, magistrat professionnel, le système des repentis, ça ne vous inquiète pas en tant qu'avocat ? Alors le système de repentis... En Italie, on l'a vu, il a été efficace, mais il y a eu aussi quelques dérives. Mais si vous connaissez une loi parfaite, il n'y aura jamais de loi parfaite, mais en Italie, qu'on le veuille ou non, le système des repentis, ou on préfère parler, nous, de coopérateurs de justice, c'est quand même un système qui a permis de faire imploser des réseaux entiers de mafieux
de la 'Ndrangheta, de Cosa Nostra, etc., de la Camorra, de manière très efficace, et ça a permis d'éviter quand même quelques centaines de victimes par la suite. Ce qu'il faut penser, c'est ce qui se passe après en aval. Quand un repenti parle, il y aurait même quelqu'un qui n'a pas été accepté comme repenti, Claude Chaussat, mais quand même Claude Chaussat a permis de connaître de l'intérieur le fonctionnement de la brise de mer. Et les juges même de la GIRS reconnaissent que ça a permis d'avancer dans beaucoup d'enquêtes. Oui, mais ils l'ont pas vraiment remercié, quoi. Ils l'ont pas remercié, mais ça, encore une fois, c'est le système français. Monsieur Sturlès, l'avocat général qui est en charge la mise en application du statut de repenti. Avocat général, donc c'est pas un collectif anti-mafia qui parle. Il dit lui-même que le système actuel ne marche pas, qu'il est insuffisant. Pourquoi ? Parce que les auteurs de crimes de sang ne peuvent pas être admis au bénéfice de ce statut. Mais c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Donc, il lui-même dit d'ailleurs, au passage, qu'il y a bien une mafia corso-marseillaise à l'œuvre et qu'on refuse de la nommer et que c'est une erreur tragique. Un mot sur la réforme de la police judiciaire. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes vent debout contre. On est vent debout contre, pourquoi ? Parce que déjà qu'en France, le parquet n'est pas... Les parquetiers ne sont pas des magistrats au sens propre du terme, car totalement dépendants de leurs supérieurs hiérarchiques. Là, on prévoit un système où le préfet va chapeauter le directeur de la sécurité qui lui-même va décider de qui intervient dans les enquêtes judiciaires. C'est le Conseil supérieur de la magistrature, qui d'habitude est plutôt taisant et frileux, là est monté aussi au créneau pour dire ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. On n'a plus aucune indépendance. Vous imaginez, pour lutter contre la criminalité organisée, lorsque tous les services vont être confondus, ils n'arriveront à rien. Ça va être une cacophonie complète. Cette réforme-là est un scandale. Alors les repentis, le système ne marche pas. Il y a la réforme de la police judiciaire. Donc il faut s'appliquer sur le système italien de repentis. Vous sentez, au niveau de l'État, une volonté réelle de lutter contre ce phénomène Eh bien, il y aurait peut-être une volonté au niveau de l'État. Il y aurait peut-être une volonté de réagir sur le plan légal. Bon, déjà en écoutant ce que M. Warsmann, l'auteur de la loi sur la confiscation des avoirs criminels, réclame suite à l'audit de sa propre loi, donc la confiscation obligatoire. Déjà en écoutant ce que dit la Grasque, qui dit donc qui veut cette confiscation et qui veut donc aussi un renforcement de la destination sociale des biens. Et l'État pourrait peut-être enfin écouter nos députés, si nos députés montent au créneau, pour dire on ne peut pas en rester là, mais ça suppose qu'il y ait une mobilisation. La société civile, encore, ça a déjà commencé à bien se mobiliser. On regrette, nous, qu'il n'y ait pas d'autres collectifs anti-mafia qui se constituent. Pourquoi deux collectifs, un seul pourrait suffire ? Je vais terminer, mais on aimerait donc que la société civile a commencé à se mobiliser. Mais je vais vous répondre, soyez rassurés. Oui, la société civile, pas trop longtemps. Voilà, la société civile a commencé en Corse à se mobiliser. Les élus ont accouché enfin dans la douleur de la reconnaissance des dérives mafieuses en Corse. On va voir à la fin du travail des commissions s'ils sont prêts à aller plus loin et à soutenir nos demandes de renforcement de la loi. Maintenant, si tous nos élus et la société civile se mettent pratiquement à hurler « on veut un renforcement de la loi, ça ne peut pas continuer », là je pense que l'État va commencer peut-être à bouger. Alors pour en venir à votre question sur les deux collectifs, eh bien vous voyez, au mois de juin, quand on a campé devant la collectivité pour réclamer la session extraordinaire qu'on a enfin obtenue, que le collectif Massimo Susini a enfin obtenu en campant devant la collectivité. Nous avions rappelé à l'époque, dans un texte, à la collectivité, que vous faut-il ? Qu'il y ait un collectif des victimes de la criminalité organisée, un collectif des chefs d'entreprise dont les engins de chantier sont cramés régulièrement, un collectif des chefs d'entreprise rackettés. En fait, il faudrait plusieurs collectifs très ciblés pour qu'on voit la réalité de la dérive mafieuse, de l'action mafieuse dans la totalité de la société corse. C'est pour ça qu'il y en a deux, selon vous. Mais il en faudrait 10. Et pourtant, c'est deux collectifs identiques. C'est pas suffisant. Pardon ? C'est deux collectifs identiques qui sont créés après le même assassinat, l'assassinat de Massimo Susini. Ils ne sont pas totalement identiques, puisqu'on n'a pas les mêmes moyens de... Par exemple, nous, on veut agir en justice, notre collectif, c'est pas sa finalité. Bon, il y a des différences, mais voilà. Eh bien, ce sera là votre conclusion. Merci, Jérôme Mondoloni, de votre participation in Tantum Politica. Pierre, merci à vous également. Vous allez retrouver maintenant votre journal présenté ce soir par Marianne Romani. Buonasera.